Bonjour tout le monde, je vous présente ici le TD2 qui se focalise sur le contrôle de la folliculogenèse et de la maturation ovocitaire. N'oubliez pas de voir le support qui est publié sur Classroom pour pouvoir me suivre facilement. Donc cet été, comme vous le voyez, elle est répartie sur 3 dont la première partie concerne le contrôle hormonal de la folliculogenèse. Je suis totalement consciente que vous avez vu ça au cours, mais je tiens toujours à faire des petits rappels. Donc il faut savoir déjà, la folliculogenèse, c'est déjà quoi? Comme vous le voyez, ce mot, il est constitué de 2 parties, folliculo et genèse. Qu'est-ce que ça veut dire genèse déjà? Genèse, c'est-à-dire le développement de quoi? De follicules. Et il ne faut pas oublier une chose, follicule, il est constitué de quoi? C'est plutôt 2 cellules folliculaires, comme ici, plus ovocytes. Donc, c'est totalement différent de l'ovogenèse. C'est-à-dire qu'on peut avoir déjà le début de la folliculogenèse, mais on n'a pas encore le début de l'ovogenèse. L'ovogenèse ne va concrètement commencer qu'à partir vers la fin. Donc, la folliculogenèse, comme vous le savez tous, elle se fait au niveau de l'ovaire. Et bien sûr, on va commencer avec le stade de recrutement. On a besoin de recruter plusieurs follicules. Donc, quel est le premier stade qu'on va recruter? C'est plutôt le stade de follicules primordiaux, qui sont de petite taille, de 40 jusqu'à 50 micromètres. Et comme vous le voyez ici, il n'y a pas encore le développement des cellules folliculaires. Ils sont toujours aplatis. Il y a à peine une seule couche de cellules folliculaires. Et ils entourent l'ovocyte qui est bloqué au stade de prophase 1. Donc juste après, il y aura le développement des follicules primordiaux pour passer aux follicules primaires. Donc il y a une petite augmentation de taille pour atteindre 75 micromètres. Et ce qui est vraiment très spécial à ce stade, c'est qu'il y a une transformation de la forme des cellules folliculaires. C'est-à-dire qu'on aura une seule couche de cellules folliculaires, mais qui sont de forme cubique. Pourquoi cette transformation? C'est tout simplement pour avoir plus de gap jonction entre les cellules folliculaires, pour avoir une communication, pour pouvoir proliférer plus rapidement. Donc par la suite, ce follicule primaire va augmenter de taille pour devenir follicule secondaire. Il ne faut pas oublier, on est toujours à la phase de recrutement. Donc, cette augmentation de taille, elle va se faire grâce à quoi? C'est plutôt à la prolifération des cellules folliculaires. On va pouvoir atteindre 2 jusqu'à 3 couches de cellules folliculaires. Donc, déjà, on va pouvoir atteindre 1 mm de taille. Donc, vous pouvez vous référer un peu à votre règle pour pouvoir imaginer un peu la taille de ces follicules. Donc, juste après le recrutement, on a assez recruté de follicules, on va passer à la sélection. C'est tout à fait normal. Il faut faire un peu de tri. Et pour faire la sélection, c'est là où on va passer aux follicules tertiaires. Parfois, c'est un peu difficile de faire un peu la différence entre follicules secondaires et follicules tertiaires, surtout au niveau microscopique, sur des coupes, pour observer des coupes histologiques. Pour faire un peu la différence entre 1 et 2 mm, c'est un peu difficile. Mais la chose qu'il faut pas oublier, qu'il faut mettre en tête, c'est plutôt la formation d'une cavité folliculaire. C'est-à-dire, une fois vous avez cette formation de cavité folliculaire, vous savez très bien que vous êtes au stade de follicule tertiaire. Pourquoi vous avez besoin de cette formation? C'est plutôt une sorte de trou. C'est ce qu'on appelle aussi antrum. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'à ce stade, on aura besoin de plus en plus de communication entre cellules folliculaires et l'ovocyte pour le préparer pour la vraie ovogenèse, pour la vraie maturation ovocytaire. Donc,
Vous allez me dire, mais quand même, les cellules folliculaires, elles entourent l'ovocyte, donc c'est tout à fait normal, ils vont communiquer avec elles. Non, c'est pas aussi évident que ça. Donc, normalement, cette cavité folliculaire qui contient du liquide folliculaire, c'est là où il y a toutes les sécrétions que vous pouvez imaginer, des facteurs de croissance, des cytokines, des hormones, des substrats, de n'importe quel métabolisme, pour avoir des sucres. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer que les cellules folliculaires, on aura besoin d'une part pour leur prolifération et d'autre part que l'ovocyte en aura besoin pour une maturation ultérieure. Donc déjà, l'ovocyte va sécréter des facteurs qui sont spéciaux vers les cellules folliculaires pour les inciter à proliférer de plus en plus rapidement. Et bien sûr, au cours de cette prolifération de ces cellules folliculaires et leur différenciation, parce qu'à ce stade, on va déjà pouvoir distinguer entre deux types de cellules, c'est-à-dire les cellules de granulosa, qui sont là tout près de l'ovocyte, et vers l'extérieur, on a plutôt la différenciation des cellules de TEC. Et bien sûr, chaque cellule a son rôle. Donc, ils vont normalement sécréter des facteurs de croissance dont l'ovocyte en aura besoin pour sa maturation ultérieure. Donc, après la sélection, on a ainsi sélectionné les meilleurs follicules. On va passer à la dominance. Tout le nom l'indique, il y aura une dominance d'un seul follicule, le meilleur follicule, qui va atteindre une très grande taille, jusqu'à 10 mm. Et tout ça grâce à quoi? À une augmentation de la taille de la cavité folliculaire, de l'antrome. Donc, à partir du follicule tertiaire, c'est ce qu'on appelle les follicules antraux. Tout ce qui est avant, c'est-à-dire avant la formation de l'antrome, c'est ce qu'on appelle les follicules préantraux, c'est-à-dire avant la formation de l'antrome. Donc à ce stade, comme vous le voyez, il y a une augmentation très grande de la cavité folliculaire tout en essayant de pousser l'ovocyte de plus en plus vers la périphérie pour le préparer pour l'ovulation. Donc là, on va passer un peu vers le dynamisme de la folliculogenèse qui est bien spécial et fluide. Genre le passage du contrôle paracrine vers le contrôle endocrine. Donc, déjà, croissance, recrutement et même la sélection, elles sont plutôt sous le contrôle paracrine. Et quand on parle de contrôle paracrine, c'est-à-dire qu'elle est indépendante des gonadotrophines. Il y a plutôt intervention de plusieurs facteurs de croissance, faisant intervenir l'IGF surtout. Et il y a même l'activine, l'insuline, l'hormone antimullérien et l'hormone de croissance, growth hormone, et même des androgènes. D'autre part, on a plutôt la maturation qui est plus sous contrôle endocrine, c'est-à-dire des gonadotrophines qui incluent FSH et LH. Et tous les follicules qui n'ont pas pu soit être recrutés, soit sélectionnés, soit arriver au stade de dominance, ils vont tout simplement être destinés à l'atrésie. Et l'atrésie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement la mort cellulaire. Passons au contrôle hormonal, c'est-à-dire au vrai but de ce TD. Le contrôle hormonal, d'une vision générale, il est assuré par l'hypothalamus qui va sécréter la GnRH. Là où il n'y a pas que les neurones de GnRH, mais aussi des neurones d'X-pectine. Ces neurones d'X-pectine, c'est ce qui va réguler la sécrétion de GnRH. Parfois, on a des maladies hypogonado-hypovisaires juste à cause de cette régulation au niveau des neurones de X-pectine. Et normalement, c'est une information assez nouvelle qui a pu ouvrir plusieurs volets de recherche pour le traitement et pour le diagnostic. Là, c'est entre parenthèses. Donc, revenons à nos moutons pour voir un peu la sécrétion de la GnRH. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement, elle va stimuler la sécrétion
des gonadotrophines, d'où le nom l'indique, c'est-à-dire gonadotrophin releasing hormone. C'est une hormone qui va augmenter la sécrétion des gonadotrophines, lesquelles c'est plutôt FSH et LH. Par l'hypophyse. Là, c'est là où on parle vraiment de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, la FSH, d'une part, c'est une hormone qui va faire quoi? C'est follicle stimulating hormone, c'est-à-dire c'est ce qui va stimuler la croissance des follicules. Et d'autre part, LH, c'est luteinizing hormone, c'est-à-dire hormone de luteinisation. Donc il ne faut pas oublier un peu les noms, parce que les noms vont tout simplement expliquer le rôle de chaque hormone. Donc, déjà une fois la FSH elle est sécrétée, qu'est-ce qu'on aura? C'est plutôt une sécrétion de l'ostradiol qui va avoir une action positive sur la LH, alors que la sécrétion d'inhibine négative, accompagnée de l'activine et follistatine, il va avoir un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse pour réguler la sécrétion de la FSH. Donc, plus on a d'inhibine, on a moins de FSH, et plus on a d'ostradiol, on aura plus de LH, jusqu'à atteindre un pic maximal pour pouvoir assurer l'ovulation. Donc juste après l'ovulation, c'est-à-dire le follicule va devenir vide, c'est-à-dire il va expulser son ovocyte, et là on aura une transformation de ce follicule vide pour devenir un corps jaune, et là il va produire la progestérone pour assurer son rôle de développement des cellules endométriales pour le préparer à l'implantation embryonnaire. Mais d'autre part, elle va avoir un rétrocontrôle négatif sur pour réguler un peu la sécrétion de LH, et c'est ce qui va assurer plutôt la lutéolyse. Donc pour récapituler un peu ici, donc on a deux rétrocontrôles négatifs. D'une part de la progestérone qui va réguler l'augmentation de LH pour le soutien lutéal jusqu'à la diminution du PGF pour causer la lutéolyse. Alors qu'on a un autre rétrocontrôle négatif qui est assuré par l'inhibine pour réguler l'augmentation de la FSH. Alors que le rétrocontrôle assuré par l'ostradiol est plutôt positif pour stimuler de plus en plus l'augmentation de la LH jusqu'à l'ovulation. Passons à une vision plus détaillée pour découvrir une nouvelle hormone, laquelle c'est plutôt l'hormone antimularienne. Donc l'AMH, l'hormone antimularienne, il est sécrété essentiellement par les follicules préentraux, c'est-à-dire avant la formation de l'antrome, par les cellules granulosales pour être plus précis. Cette hormone elle est connue comme un biomarqueur de la réserve ovarienne, puisqu'elle est sécrétée par les cellules de granulosa qui entourent l'ovocyte avec une faible variabilité durant le cycle ou la journée comparée aux autres hormones. Donc l'AMH n'est sécrétée par les follicules préentraux que pour réguler le recrutement des follicules, comme vous le voyez ici, et d'autre part pour réguler l'action de la FSH sur les follicules tertiaires et follicules secondaires, c'est-à-dire l'inhiber. Bien que normalement au niveau des follicules tertiaires, il y a déjà la sécrétion de l'inhibine P qui a pour rôle de réguler la sécrétion de FSH. Pour plus de sélection, et bien sûr, ces follicules tertiaires, au niveau de la sélection, ils vont assurer la sécrétion de l'ostradiol, même des follicules qui vont être préparés pour la dominance, et le follicule de 2 Graves qui est le follicule dominant, afin d'augmenter la sécrétion de LH qui va avoir une action sur le follicule dominant. Pourquoi? Pour l'ovulation.
Donc, pour suivre un peu les courbes, c'est-à-dire les variabilités de sécrétion de chaque hormone, pour la FSH, c'est ce qui est en mauve, c'est-à-dire qu'elle est normalement plus ou moins en phase maximale au niveau de la sélection, et juste après, elle va atteindre un petit pic au moment de l'ovulation. Alors que l'ostradiol, elle est très variable, elle va avoir un petit pic juste avant l'ovulation, parce que là, c'est nécessaire pour faire l'augmentation de LH. Comme vous le voyez, LH qui est en bleu, elle est toute variable tout au long de la folliculogenèse jusqu'à atteindre un pic qui est très élevé pour stimuler l'ovulation. C'est comme un choc. Donc ici, vous pouvez déjà voir plus concrètement les différentes variations des hormones. D'une part, de l'hypophyse, qui sont LH et FSH. D'autre part, les hormones ovariennes, c'est-à-dire ostradiol et progestérone, tout au long de la folliculogenèse. Donc ici, pour parler un peu du contrôle hormonal, il ne faut pas oublier une chose. Avant tout, c'est une communication. Et là, on va évoquer la théorie bicellulaire qui va évoquer une communication entre deux sortes de cellules, cellules de granulosa et cellules de Tech interne. Et là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces deux sortes de cellules, ils sont au sein du follicule et ils vont pouvoir être différenciés à partir du stade du follicule tertiaire. Donc déjà d'une part, la TEC, elle a des récepteurs que de LH. Donc il va recevoir LH, alors qu'au niveau du granulosa, elle n'a que des récepteurs de FSH. C'est comme un peu au niveau de la spermatogenèse pour faire un peu la différence entre cellules de Leydig et cellules de Sertoli, si vous vous rappelez très bien. Donc, une fois les cellules de granulosa, elle va recevoir de FSH, elle va sécréter quoi? L'ostradiol. Alors que LH, au niveau de la TEC interne, elle va sécréter quoi? Des androgènes. Jusque-là, on ne voit pas vraiment sorte de communication. C'est comme si, voilà, une cellule va recevoir un signal pour lui donner une sécrétion, une production d'une autre hormone. Ok. Donc, pour cette raison, on va voir un peu d'une façon plus détaillée pour voir un peu la communication, comment ça se passe. Donc, au niveau de cellules de TEC, comme vous le voyez, il y a des récepteurs de LH. Et là, oui, il y a une production des androgènes qui vont passer à travers la membrane de granulosa vers les cellules de granulosa. Et là, ils vont être transformés par l'enzyme aromatase, plus précisément le P450 aromatase, pour nous donner l'ostradiol au niveau des cellules de granulosa. Et bien sûr, qui est stimulé par l'action de FSH. Et c'est comme ça, une fois on a cette sécrétion de l'ostradiol, qu'est-ce qu'on aura? On aura plus d'expression de récepteurs de LH au niveau des cellules de granulosa. Et pourquoi? Tout simplement pour avoir plus d'action de LH, pour atteindre plus facilement un pic maximal pour l'ovulation par la suite. Donc là, c'est tout simplement pour faire un peu la différence entre contrôle et rétrocontrôle. Donc ici, comme vous le voyez, c'est comme un petit switch on et off. Mais là, ce n'est pas aussi brusque que ça. Il n'y a jamais un total off. Donc ici, il y a plus une réduction du feedback négatif, d'une part, or un rétrocontrôle positif d'ostrogène. Donc, une fois on a une réduction du feedback négatif, c'est plutôt, il y a une chute de la sécrétion d'ostradiol et d'inhibine A par le corps jaune. Alors, d'autre part, il y aura plutôt une augmentation des puces de GnRH et même des puces de LH. C'est ce qui va chuter chute de la progestérone qui sera produite par le corps jaune. Donc,
la FSH, il a plutôt une action positive sur l'inhibine et l'ostradiol, mais d'autre part, les deux, ils ont un rétrocontrôle négatif sur la FSH. Donc, schématiquement, il distingue trois phases de la folliculogenèse qui correspondent à des profils différents de sécrétion hormonale. Donc, au niveau de la phase de recrutement folliculaire, comme vous le voyez ici, il y a plus de FSH. Bien sûr, il est essentiel pour le recrutement. Et on n'a pas encore besoin de LH, donc on a très peu de LH. Il n'y a pas encore d'inhibine parce qu'on n'a pas encore besoin d'inhiber la sécrétion de FSH. Et on n'a pas assez recruté de follicules pour pouvoir reproduire l'ostradiol. Donc jusque-là, on n'a pas d'ostradiol, pas assez. Donc juste après, qu'est-ce qu'on a? Moins de FSH puisqu'il y a déjà le rétrocontrôle d'inhibine de part et d'autre. D'autre part, puisqu'il y a plus de sécrétion d'ostradiol, puisqu'on a plus de follicules qui sont développés. Donc, c'est ce qui va inciter d'augmenter la LH. Et là, en phase de dominance, donc on a de moins en moins la sécrétion de FSH qui est contrôlée négativement par l'inhibine et d'autre part par l'ostradiol. L'ostradiol, cette augmentation de l'ostradiol qui est vraiment très hautement sécrétée par les follicules tertiaires et même le follicule dominant, pour augmenter à un niveau maximal la LH, l'inhibine, bien sûr, elle va inhiber la FSH. Et juste après avoir un pic de LH, on va pouvoir passer à l'ovulation. Et juste après, on aura la sécrétion de progestérone par le corps jaune. Donc là, c'est pour la récapitulation. Comme vous le voyez, ces deux figures, ça récapitule un peu tout ce qu'on a vu ici. Et vous avez déjà ces figures, que ce soit au niveau du polycope que vous l'avez, et sinon, c'est publié au niveau du support sur Classroom. Donc merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions et n'oubliez pas de suivre un peu la suite.